Bonjour à tous, nous ne sommes pas à Saint-Tropez, mais dans Si on parlait sport, l'émission qu'il ne faut absolument pas manquer. Et si vous êtes un accro à l'actualité sportive du département, malgré des températures estivales qui nous donnent envie de nous prélasser au bord de la piscine, nos chroniqueurs ont une nouvelle fois envie de faire vivre ce sport local en transpirant. Ils sont 4 en plateau aujourd'hui. Présentation en musique. On commence à ma droite. Elle est amatrice de pole dance, sport qui mêle danse et acrobatie autour d'une barre, une passion qui est devenue son métier car elle est aujourd'hui performeuse et professeure. Son sourire va vous faire fondre. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec nous pour cette émission pendant 1 heure. Bonjour. Bonjour. Chaudement, mais... Voilà, j'ai une petite question pour vous, Hélène. Est-ce qu'on arrive à faire du pole dance par ces températures? C'est un peu compliqué, mais parfois on peut faire des prises incroyables parce qu'on colle vraiment beaucoup. Donc voilà. Il faut bien s'hydrater. Voilà, il faut s'hydrater. Et on peut faire le faire, avec. Oui, faire c'est avec. possible. On passe à notre deuxième chroniqueur musique. Il a bravé la chaleur depuis plaisir pour participer à ce talk. C'est un cavalier international qui a remporté de nombreux prix. On le surnomme sur ce plateau le Zorro illinois. Raoul Cotré-Dautré nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour Raoul. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. J'ai l'impression de vous voir de plus en plus bronzé au fur et à mesure des oui, émissions. j'ai un métier d'extérieur, donc je suis très exposé. Bon, rassurez-nous, vous avez quand même un petit peu travaillé l'émission. Bien sûr, oui, comme de manière très studieuse, comme d'habitude. Comme d'habitude, Ouais. on va voir ça dans quelques instants. On repasse à ma droite, musique. Il est dans le monde du rugby depuis sa plus tendre enfance. Il a connu des matchs sous la pluie, sous la neige et sous de fortes chaleurs. Son expérience sera primordiale pour gérer les débats caniculaires pendant cette émission. Il va, à n'en pas douter, faire monter la température. Mesdames et messieurs, je vous présente le coach du rugby club de plaisir, Jean Miss. Jean Miss. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors ça va, ça ne vous fait pas peur les fortes températures? Il fait chaud quand même là. Il fait chaud. Ouais, comme Hélène, là, moi, cette température-là, moi, j'ai la barre qui glisse plutôt que le col. Vous êtes en forme pour ce début d'émission, Jean-Miss. On va voir un peu plus tard dans l'émission si vous l'êtes autant. On termine par l'un des plus grands tacticiens des Yvelines, musique, sa spécialité, le football américain. Il est directeur sportif chez les Templiers d'Elancourt, mais il est également expert dans le sport local. Je sais qu'il va mettre le feu sur ce plateau pendant cette émission. Frédéric Anderson est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous revoir dans cette émission. Ah, toujours, moi ça me fait toujours plaisir de venir et discuter avec tout le monde. Alors vous qui êtes coach sportif, pareil, il faut s'hydrater pendant ces fortes très chaleurs. Important, ouais. C'est compliqué le sport, hein. Préférer les températures du matin ou du soir quand il fait un peu moins chaud, mais par ces temps-là, c'est compliqué, quoi. Alors vous avez tous un petit verre d'eau au cas où, quand même, pendant cette émission. N'hésitez pas, c'est bien de l'eau. Ça vous demande. N'hésitez pas à lui passer. Alors avant de vous présenter les thèmes de l'émission, j'aimerais qu'on parle des championnats de France universitaires d'équitation. La compétition était organisée pendant 3 jours au centre équestre de Versailles. 46 cavaliers sont venus de toutes les facs françaises pour participer à l'événement. Au programme du saut et du dressage, les passages se font devant un jury. Petite particularité de ce concours, les cavaliers ne montent pas en compétition avec leurs chevaux. Explication au micro de Melinda Correa. Pour garantir l'équité, les chevaux sont tirés au sort. Donc c'est au comité d'organisation de fournir les chevaux. Donc ils n'étaient pas tous sur place, on a dû en louer aussi à des propriétaires. Mais une grande partie vient du centre équestre de Versailles et du centre équestre universitaire d'Orsay. C'est intéressant parce que du coup, on n'a que 5 minutes pour connaître le cheval. Ils sont détendus par des cavaliers du club avant. On est chronométré, on a 5 minutes dessus pour connaître et trouver les boutons et c'est super intéressant. Raoul, vous qui êtes notre expert équitation, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition universitaire? Il n'est pas encore parfaitement conçu. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'entraîner des étudiants pour ce championnat, mais par contre, j'ai déjà prêté des chevaux au comité pour fournir, quoi. Pas cette année à Versailles? Pas cette année, non, pas du tout, mais dans des années antérieures. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas. Alors, le fait de monter les chevaux, comme on dit, au pied levé dans notre jargon équestre, ça déjà, effectivement, ça met les étudiants sur un petit pied d'égalité. Après, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place des différentes catégories. Parce que parfois on est un étudiant qui peut être à un niveau professionnel ou amateur et d'autres juste pratiquants de loisirs. Donc il y a des différences dans les niveaux et je pense que ça manque d'équité à ce niveau-là. Voilà. C'est intelligent, Jean-Miss, peut-être de tester une monture finalement qu'on ne connaît pas avant la compétition? Ouais, c'est ce que je regardais le reportage là et bon, c'est pas évident quand même, hein, parce que 5 minutes de connaissance juste avant de pouvoir la monter, c'est pas tous les jours, quoi, hein, donc c'est pas évident, quoi, ça c'est sûr. Hein. Frédéric, vous êtes du même avis que Jean-Miss?
Oui, et puis moi je trouve ça bien que c'est pas un sport auquel on peut penser en sport universitaire, autant des sports plus accessibles comme le rugby, un ballon, une prairie et c'est parti quoi. Le foot. Ou le foot aussi. Mais c'est vrai que pour l'équitation, il faut trouver des chevaux quoi. Et c'est vrai que c'est un investissement, c'est bien qu'il y ait des structures qui permettent aux étudiants de prendre part à ce genre de compétition. Je trouve ça que c'est une bonne chose. Après, c'est sûr que comme ils n'ont pas accès aux chevaux tout le temps, c'est vrai que ce challenge de monter des chevaux qu'on ne connaît pas, ça rajoute à la difficulté de l'épreuve. Donc ça peut être aussi intéressant. Ça permet peut-être plus d'équité, du coup, entre les concurrents ? Peut-être, je m'y connais pas Apparemment, assez ça joue pour beaucoup savoir. au tirage au sort, ça dépend aussi du cheval qu'on Oui, a finalement peut-être que entre ça les met mains. plus aussi en exergue les qualités du cavalier plutôt que de la monture en elle-même. C'est un peu comme on regarde aussi en Formule 1, parfois c'est la meilleure voiture qui remporte, pas forcément en fonction du talent du pilote. Là, comme on n'est pas au courant de la monture qu'on va avoir, c'est vraiment le talent du sportif qui va faire la différence, je pense. Ça pourrait s'adopter à d'autres grosses compétitions peut-être, Hélène ? Les Jeux Olympiques, des compétitions de ce type ? Oh, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. À mon avis, c'est déjà bien de faire des petites compétitions comme ça, peut-être régionales ou même nationales. Je ne sais pas si ça se fait à l'étranger, d'ailleurs. Je sais pas, Raoul Est-ce qui qu'il y a est notre expert, Est-ce ça que dans peut se faire à d'autres pays, l'étranger éventuellement. il y a déjà ça ? C'est faisable, mais moi je sais pas si ça se pratique déjà. En tous les cas, c'est faisable. Ouais. Pour moi, c'est plus une compétition qui met en avant les capacités du cavalier et pas le binôme avec le cheval. Après, de là à le faire aux Jeux Olympiques ou en compétition internationale, je ne sais pas du tout. Raoul, c'est possible ou pas, dans une grande compétition, de mettre ce type de formule en place ? Bon, je ne sais pas si ça serait si intéressant que ça. Ouais, je pense c'est ça. aller toucher le haut niveau avec je pense que là, le but, il est vraiment de confronter des étudiants autour d'un même sport. Donc, aller vraiment intégrer ça dans des événements sportifs de cette taille, je crois pas que c'est son... Je ne vois pas que le contexte soit le même. Quoi. Non, c'est pas favorable. Non, pas du tout. Alors, on va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de voile et de Tanguy de la Motte. Le Versaillais va arrêter la compétition après la Transat Jacques Vabre. Nous reviendrons également sur l'Open de France de golf. La compétition est programmée du 29 juin au 2 juillet. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur le parcours de plaisir en Fédéral 3 de rugby. Plaisir n'ira pas en demi-finale du championnat de France de Fédéral 3. Les hommes de Jean Miss, qui est en plateau ici, se sont inclinés contre Tours sur terrain neutre à Nogent-le-Rotrou. Après avoir accroché leurs adversaires 9-12 pendant une grande partie du match, les Plaisirois ont craqué dans les 10 dernières minutes pour finalement s'incliner à 24-9. Malgré cette défaite, Plaisir a réalisé le meilleur parcours de son histoire dans cette division et évoluera la saison prochaine dans le championnat de Fédéral 2. La question sur ce thème qui vous intéresse forcément, Jean Miss, le parcours de Plaisir a-t-il marqué l'histoire du club ? Vous votez oui ou non ? Est-ce que ça marque l'histoire du club, ce parcours ? Oui ? Oui. Vous êtes unanime là-dessus. Raoul, je vous ai senti un petit peu hésitant. Pourquoi ? J'attendais déjà un petit peu l'avis de Jean-Miss. On lui demandera juste après, du coup. Non, mais bon, je pense que c'est des objectifs qui ont pas été atteints depuis quelques années déjà, ce résultat-là. Donc forcément, une fois qu'on repasse dans une division supérieure et que ça faisait plusieurs années qu'on l'attend, c'est des dates qui marquent et dont on va se souvenir. Donc forcément, à l'échelle d'un club national, forcément, ça marque les esprits, donc ça rentre dans l'histoire par définition. Jean-Miss ? Pas plus technique que ça, en ce qui nous concerne. Mais... Oui. Alors, je dirais oui, bien sûr que ça va rentrer dans l'histoire du club, puisque c'est la plus belle saison de l'histoire du club, dans la mesure où les deux équipes, respectivement, la réserve a fait demi-finaliste du championnat de France et l'équipe première quart de finaliste. Donc c'est la meilleure saison de l'histoire du club, donc ça restera bien sûr dans cette histoire. Maintenant, là où je mets un petit bémol, c'est ce qui reste vraiment dans l'histoire des clubs, ce sont les titres. Une saison, c'est bien, on y fera référence à cette saison, certainement. C'est la deuxième fois, effectivement, que le club franchit la marche de la Fédérale 2. La première fois, elle y était restée qu'une seule saison, donc voir maintenant essayer de... C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, voilà, tout à fait, juste avant que j'arrive. Et là maintenant, j'espère que le club saura
prendre en compte les erreurs éventuelles qui ont été faites il y a 3 saisons et qui n'ont pas permis au club de rester à ce niveau-là. Et même si c'est vraiment d'un tout petit cheveu qui sont redescendus sur le dernier match seulement. Mais il y aura quand même des enseignements à tirer. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, c'est que cette saison, effectivement, c'est la plus belle. Mais moi, pour ce qui reste dans un club, et ce qui marque à jamais un club, c'est un titre. Il aurait fallu que vous gagniez le championnat de France. Mais voilà, si vous êtes champion de France, ça marque l'histoire d'un club. Parce que ça reste, c'est un grand dans le club. Et vous avez perdu contre Tours, qui est finalement en finale. Tours est en Fédéral finale 3. contre Périgueux, oui, tout à fait. Tours est en finale contre Périgueux. Pour moi, Périgueux, qui est une équipe qui a été reléguée de Fédéral 1 administrativement et financièrement, et a gardé son effectif, pour moi, c'est le grand vainqueur du début de saison et qui tronque un peu le championnat. Mais ça, c'est un autre débat. Mais Tours est en finale, donc on ne peut qu'être grandi par cette défaite face à cette équipe. Surtout qu'effectivement, le score 24-9, vous l'avez dit, vous l'avez très très bien dit, ne reflète pas du tout le reflet du match. C'était plus serré que prévu. Mais plus serré sur la manière. Par contre, ils ne déméritent pas du tout. Ils ont produit plus de jeux que nous sur la rencontre. Est-ce que les supporters, Frédéric Anderson, vont en parler encore pendant des années et des années? Jean-Michel le disait, il n'y a pas de titre au bout. Est-ce qu'on va quand même en parler pendant des années et des années? Des années et des années. Il y a 3 ans, finalement, ils étaient en Fédéral 2. On en parle encore aujourd'hui autour de cette table. Non, au final, il y a, bien sûr, ce qui marque, c'est les titres. Mais de toute façon, après, c'est aussi par rapport au mieux que le club ait pu faire. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui a été fait par le passé, ça devient la nouvelle référence. Et je pense que de ce point de vue-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire mieux que ce qui a été fait cette année, ça restera, ça sera discuté parmi les supporters et ça laissera des bons souvenirs. Et je pense qu'aussi, c'est au-delà des titres qui restent objectivement ce qui est dans la vitrine des trophées, ça reste quand même des souvenirs et une aventure humaine qui ne s'efface pas. Et c'est vrai que les joueurs qui continueront à jouer et qui auront l'opportunité de partager ce savoir ce vécu avec les nouveaux joueurs, ça permet aussi de faire perpétuer tout ce qui a été vécu cette année, tout ce qui a été réalisé. Donc je pense que ça marquera, peut-être pas autant qu'on aurait aimé parce qu'on aime toujours aller le plus loin possible, mais il ne faut pas oublier que plus on avance dans la compétition, plus c'est compliqué. Le niveau c'est un niveau national. Et il n'y a qu'un seul champion de France. Voilà, il n'y en a jamais qu'un seul. Et à quel moment on sait, Hélène, qu'on a réalisé un exploit? Là finalement, le club arrive en quart de finale. Est-ce que c'est un exploit? À quel moment on sait? Je pense qu'on sait en fonction de la difficulté qu'on a eu à surmonter et de la pente qu'on a remontée aussi. Bon, là, évidemment, ils ont déjà eu ce résultat il y a quelques années. Ils le recommencent cette saison-là. Ils savent que ça a été difficile. Maintenant, je pense que... Ça sera peut-être par rapport aux supporters, peut-être aux yeux des supporters. On sait qu'il y a un exploit ou pas? Le retentissement dans une ville? Oui, évidemment, mais je pense que, étant donné qu'ils réitèrent l'exploit là, ils vont être attendus aussi à faire autre chose, à faire mieux aussi. Donc, je pense qu'ils vont être supportés, ils vont être, adulés, etc. Mais avec l'espoir qu'il y ait maintenant quelque chose de plus grand derrière. Plaisir sera attendu au tournant, Jean-Michel, la saison prochaine, par ses supporters? Au tournant... je pense pas, je dirais pas au tournant parce que là, le club a franchi une marche, Fédéral 2, donc le club va se retrouver quand même, on va dire, un petit peu petit chez les grands, quoi. Alors que là, on était grands chez les petits. Donc là, les matchs vont pas être les mêmes. On va faire, je pense pas que le club, et c'est ce que je peux souhaiter au club, mais je pense pas que le club fasse les premières têtes d'affiche dès la première saison en Fédéral 2. Donc ça va être plus compliqué, plus difficile. Je pense que les spectateurs, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont bien le comprendre. On peut pas faire les 2 mêmes saisons alors qu'on a changé de niveau. C'est pas possible. Quel est votre plus beau souvenir de cette épopée? Mon plus beau souvenir, c'est le match de la montée, je pense. C'est le match de la montée. Voilà, parce qu'obtenir une montée, c'est compliqué. Donc le match contre Ris-Orangis à Houille. Non, le match de la montée. Le match de la montée, c'était à Marc-en-Barœul. À Marc-en-Barœul, pardon. Ris-Orangis, c'était un 8e. Donc c'était le match retour à Marc-en-Barœul, où malgré le fait qu'on ait perdu sur ce match-là, mais sur l'ensemble des 2 matchs, on montait.
Et je pense que c'est tellement difficile la montée que c'est vraiment ce qui marque le plus. Surtout qu'ensuite, pour moi, les phases finales, ça appartient plus aux joueurs qu'aux dirigeants et qu'aux entraîneurs. Donc les phases finales, c'est la cerise sur le gâteau pour les joueurs. C'est là que le groupe se fait, c'est là qu'on vit les plus belles choses, mais ça appartient plus aux joueurs qu'aux autres. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos joueurs s'ils vous regardent en ce moment? Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Jean-Miss. Alors après cette page résultat, on passe à notre coup de projecteur jingle. Dans notre coup de projecteur du baseball, direction Montigny-le-Bretonneux, l'équipe senior des Cougars a effectué cet été un gros recrutement pour viser le haut du classement de première division. Parmi les recrues, une certaine Mélissa Mailleux, une joueuse formée au club et qui est devenue en 2015 la première femme de l'histoire à intégrer l'European League quand dirigée par la MLB, l'équivalent de la première division américaine de baseball. Aujourd'hui âgée de 18 ans et après un passage à Montpellier, elle revient pour aider les Cougars à remporter le titre. Mais elle ne devrait pas rester plus d'une saison. On l'écoute. Là, j'ai des propositions pour partir aux États-Unis en soft, par contre. C'est pour jouer avec les filles dans des universités et des collèges. Il va falloir que je fasse des choix dans pas longtemps, puisque c'est bientôt la rentrée en septembre. Mon rêve, c'était de pouvoir trouver une équipe professionnelle et de jouer avec les pros. Après, je suis encore loin du niveau, on va dire. Et je pense que pour moi, c'est d'intégrer un collège. Et après, on va dire qu'aux États-Unis, tout est possible. Alors, on verra où ça mènera. Vous l'avez entendu, la joueuse devrait donc partir aux USA. Si elle arrive à valider son bac cette année, elle devrait intégrer une université américaine, mais pas en baseball, mais en softball, l'équivalent du baseball chez les filles. La question sur ce thème, fait-elle le bon choix en partant aux États-Unis? Est-ce qu'elle fait le bon choix? Oui, vous êtes unanime. Ouais. Frédéric Anderson, vous qui êtes spécialiste du sport US. On sait tous que le sport de haut niveau, c'est un milieu cruel et qu'on n'est jamais qu'à une blessure de la retraite. Donc c'est vrai que faire le choix des études, là, si elle arrive à avoir son bac et qu'elle décroche une bourse sportive pour aller étudier aux États-Unis, elle a 4 ou 5 ans d'éligibilité au niveau universitaire parce que c'est un niveau amateur. Donc il y a des règles particulières, un règlement très strict au niveau universitaire américain. Et c'est vrai qu'avec une bourse, elle a 5 ans d'études, elle peut aller jusqu'à un master. On sait que là-bas, c'est pas gratuit l'éducation, ça coûte très très cher. Et c'est vrai que c'est une opportunité en or de pouvoir intégrer des gros programmes universitaires là-bas, des grandes universités prestigieuses, non pas uniquement sur le terrain, mais aussi au niveau académique. Et je pense que c'est une opportunité à ne pas rater. Et au niveau sportif? Au niveau sportif, c'est forcément le plus haut niveau qu'il peut y avoir pour des femmes. Après, c'est vrai que ce serait pour du softball, ce serait pas du baseball, parce qu'ils ont pas le baseball n'est réservé aux hommes aux États-Unis et c'est le softball pour les femmes. Après, à voir si ça lui convient, est-ce qu'elle sera capable, si par la suite elle veut intégrer les professionnels, de rebasculer du softball au baseball. Ça dépend aussi de la ligue de baseball, parce que ils ont des critères d'inclusion et de recrutement qui sont pas forcément en sa faveur. Ça peut être compliqué de rivaliser avec des hommes qui ont tendance à être plus grands, plus forts, et sur un sport où on se retrouve avec la crème de la crème. Il ne faut pas oublier que quand on passe en universitaire et qu'on arrive au niveau professionnel, on est dans le 1% du 1% du 1%. Il y a vraiment, même les Américains n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui en MLB. C'est-à-dire que non seulement elle n'est pas américaine pour aller jouer dans le jeu des Américains, mais en plus c'est une étrangère qui veut faire ce que les Américains n'ont jamais réussi à faire. Donc c'est un gros défi, et on va voir si elle a la carrure pour aller jusqu'au bout, et c'est tout ce que je lui souhaite. Hélène? Peut-être qu'après, elle aimerait le baseball, et peut-être que le softball là-bas, au niveau où elle va le pratiquer, ça... C'est très médiatisé. Oui, et puis elle est passionnée par ça, donc elle est jeune, elle est passionnée. Peut-être que finalement, ça lui plaira, et que même si elle passe pas en baseball... Mais ça ne risque pas justement de la cloisonner dans le softball, alors qu'on lui a plus ou moins fait comprendre qu'elle pouvait un jour peut-être aller vers le baseball avec les garçons? Ouais, après elle peut peut-être tenter aux États-Unis, mais si c'est compliqué, peut-être qu'elle changera de pays, ou je ne sais pas comment ça se passe, les mutations comme ça entre pays, parce qu'il y a d'autres nations qui ont des très hauts niveaux en baseball. Et après, si elle ne réussit pas, elle pourrait revenir sûrement dans un autre championnat, championnat japonais par exemple, qui est très coté. Puis bon, de toute façon, même si elle ne réussit pas en baseball là-bas, je pense que si elle revient en France, avec le cursus qu'elle a, le talent qu'elle aura et l'expérience qu'elle aura acquise, je pense qu'elle aura de magnifiques chances ici. Alors Jean-Miss, si elle part du coup pour les États-Unis, ça sera finalement une bonne joueuse
parmi les très bonnes joueuses ou les bonnes joueuses là-bas aux États-Unis qui ont l'habitude de jouer au softball. Finalement, si elle reste ici à Montigny-Bretonneux ou en France, ça pourrait devenir une star. Est-ce que justement il faut prendre ce risque d'aller aux États-Unis, d'être un peu plus dans l'anonymat plutôt que d'être une star ici en France? Déjà, être une star, je ne suis pas sûr qu'elle puisse devenir une star dans un pays où le baseball, ou le softball, ou le baseball... On en entend parler en tout cas. Oui, on en entend parler, mais c'est quand même dans pas... les médias. Je pense que c'est tout à fait naturel. Si elle va aux États-Unis, c'est là où elle a le plus de chances d'éclater sportivement, quoi. Parce que ici, elle a quand même... Enfin, moi, à mon sens, elle a quand même peu de chances de devenir une star. Déjà, elle est très jeune, très jeune, 18 ans. Ouais, c'était à 16 ans à peu près qu'on parlait d'elle pour intégrer la MLB aux États-Unis. Ouais, mais bon, après entre ce qu'on dit en France, là, Frédéric l'a très bien démontré. Moi, je ne le savais pas, lui, c'est le spécialiste de la discipline. Mais quand on voit que ça n'a jamais été réalisé par une Américaine, alors moi, je veux bien, mais si on écoute tout ce que disent les journalistes sportifs en France, il y a beaucoup de déceptions. Hein. Donc là, à 16 ans... on la voyait déjà intégrer une équipe aux États-Unis. Bon, si ça s'est jamais fait, c'est pas, la route est longue, quoi. La route est très longue. Maintenant, forcément, c'est là-bas qu'elle peut éventuellement y arriver. Ça, c'est sûr. Si elle reste ici, pour moi, je pense qu'elle s'épuisera. C'était pas un coup marketing peut-être, Raoul, de lui laisser espérer si jeune de pouvoir intégrer le baseball aux États-Unis? Non, je pense que qu'on en a entendu parler vraiment dans le monde entier. Et bien sûr, parce que moi, je me souviens en avoir parlé quand on avait la première fois qu'on a parlé des Cougars à la toute première émission, donc il y a presque un an. On parlait déjà de son départ à Mélissa Meilleux. Et donc à l'époque, elle devait avoir déjà 16 ans, parce qu'elle elle est tout juste bachelière, pas encore. Pas encore, donc elle parle pas de son bac en ce moment. Elle n'a pas 18 ans, quoi. Non, ouais. Elle avait 16 ans. Un coup marketing, non. Bon, comme tous les athlètes qui sortent un peu du lot, on les détecte très tôt, donc. De toute façon, je pense qu'elle est décidée à le faire. Maintenant, elle est très jeune, donc je crois qu'il n'y a aucun point négatif à ce départ-là. Il n'y a rien qui pourrait faire qu'on lui conseille de rester. Si elle ne devient pas une star là-bas, vu l'âge qu'elle a, elle a tout le temps d'en redevenir une ici, de profiter de l'expertise dont elle va bénéficier là-bas. Donc moi, je pense que peu importe ce qui se passe là-bas, ça va être forcément positif pour la suite. Voilà. De toute façon, je pense que son objectif, c'est pas d'être une star, d'être hyper connue. Je pense que c'est pas ça. Elle est tellement passionnée que ce qu'elle veut, c'est jouer beaucoup avec les plus grands, apprendre, faire des matchs qu'elle aurait peut-être jamais pu faire si elle était restée en nationale en France. C'est ça qu'elle veut. Donc après, évidemment, si elle a une carrière dans le softball et dans le baseball, ça serait merveilleux, ça sera du plus. Mais effectivement, par rapport au marketing, je pense que c'est un très bon coup de pub pour le club, par contre. Est-ce qu'il n'y a pas plus de mérite, Frédéric Anderson, à réussir dans son club à permettre aux Cougars de Montigny-Bretonneux de remporter le championnat de première division plutôt que de partir là-bas aux États-Unis, parce qu'elle ne terminera sûrement pas la saison ici en France? C'est comme disait Jean-Mise, au final, c'est être un requin dans un petit aquarium. Je veux dire, c'est pas sportivement, il n'y a pas le même challenge et l'opportunité de pouvoir remporter un titre universitaire aux États-Unis, c'est quand même un niveau au-dessus. Et il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de jouer chez les professionnels, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est un milieu très très cruel, très rude. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire ses années de softball à l'université là-bas. On peut lui souhaiter d'avoir tous ses diplômes, comme ça quand elle va sortir de l'université, au moins elle aura quelque chose sur lequel retomber. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'elle risque d'être draftée par une franchise MLB, et puis elle va rentrer dans le système des farm teams, c'est les ligues mineures américaines. Et c'est vrai que c'est un quotidien difficile, avec une toute petite paye, beaucoup de voyages, on n'est jamais chez soi. Et quand on voit les histoires de joueurs de baseball américains qui passent leur vie en ligue mineure dans l'espoir de pouvoir accéder à la grande ligue, c'est compliqué, c'est difficile pour n'importe qui. Après, elle a des challenges en plus parce que c'est pas un homme et puis ça n'a jamais été fait. C'est un rêve. C'est un rêve. Oui, après c'est un objectif aussi. Et puis si elle se donne les moyens, qui sait, moi j'ai pas de boule de cristal, je peux lui souhaiter qu'elle réussisse, quoi. Après on disait jouer à l'extérieur. Après il y a toujours d'autres possibilités, essayer de jouer, d'intégrer les équipes nationales en softball, peut-être faire les Jeux Olympiques. Maintenant que le baseball et le softball sont revenus aux États-Unis, aux Jeux Olympiques avec Tokyo. Parce que comme on le disait, les Japonais ils jouent beaucoup au baseball. Après, le problème du Japon, c'est que c'est les hommes qui jouent au baseball. Et la ligue professionnelle, il n'y a aucune femme non plus là-bas. Il faudrait regarder aussi comment ça se passe à Cuba et
Et à Porto Rico et ces autres championnats aussi qui produisent des gros joueurs de baseball, est-ce qu'il y a une opportunité aussi là-bas de poursuivre? Il y a beaucoup de possibilités, mais tous les chemins sont avec une pente comme ça, quoi. Ça va être compliqué. Mais avec de l'espoir et du travail, rien n'est impossible. Alors on lui souhaite évidemment bon courage pour la suite de sa carrière et surtout de terminer en trombe la saison avec les Cougars de Montigny-Bretonneux. On passe maintenant au thème suivant, c'est notre rubrique Focus. Aujourd'hui, notre focus concerne le monde de la voile. Le Versaillais Tanguy Delamotte, qui a participé au dernier Vendée Globe, va mettre entre parenthèses la compétition au grand large juste après la Transat Jacques Vabre, programmée en novembre prochain. Le sportif de 39 ans va passer la barre du projet Initiative Cœur à la navigatrice Samantha Davis. Nous avons réussi à joindre par téléphone Tanguy Delamotte pour qu'il nous explique son choix. Moi, j'avais envie aussi de faire autre chose. Donc, je vais partir à vivre à San Francisco avec ma femme et nos 2 garçons. Hein. On a un petit garçon qui est né il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un tournant dans la vie. Et puis, c'est une relance au niveau professionnel. Donc, je vais probablement, un des métiers que je vais essayer d'exercer aux États-Unis, ce sera le métier d'architecte naval pour lequel je suis diplômé. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à la course au large. Donc j'ai envie d'exercer ce métier-là. Donc c'est donc une décision personnelle qui a poussé Tanguy Delamotte à s'éloigner de la compétition au grand large. La question sur ce thème, comprenez-vous son choix? Est-ce que vous comprenez son choix? Oui? Non? D'arrêter si jeune, hein, parce qu'il a 39 ans. Je vous précise. Non? Toujours pas? Vous êtes tous unanimes? Jean-Miss, pourquoi? Vous qui êtes un fan de voile. Vous avez décidé de m'embêter aujourd'hui. On a dit qu'on ne faisait pas de contrariété. Voilà. Allez-y. Vous qui êtes un fan de voile. Ouais, ah oui. Alors moi c'est vraiment le sport, ça. Il n'y a qu'à voir. J'en ai fait, j'en ai traversé. Mais bon, c'est pas la même chose. Allez-y, Jean-Miss. Mais je pense qu'avec c'est un sport qui demande tellement d'abnégation et tellement de sacrifices. D'après ce qu'on a entendu, c'est qu'il voulait quand même mettre en avant plus son côté famille maintenant que son côté sportif. Il vient d'avoir un enfant. Il a 2 enfants, du coup. Ouais, il vient d'avoir un dernier. Un dernier. Voilà. Donc peut-être que le premier, il a peut-être aussi regretté certaines choses qu'il a loupées. Et peut-être qu'il ne veut pas regretter avec le deuxième et qu'il veut vivre vraiment son côté familial à fond et laisser le côté sportif un petit peu. Il a quand même vécu de très belles choses. C'est quand même aussi un métier qui est assez dangereux. Donc je crois que c'est un choix et on ne peut que respecter le choix lorsqu'il est fait comme ça de façon familiale, quoi. Raoul, vous êtes d'accord avec Jean-Miss? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean. Et d'autant plus que je remarque aussi un petit point commun avec ma profession dans ces sports qui sont aussi des sports métiers, c'est-à-dire qu'on est obligé de vivre dedans pour être au niveau. Il s'y est vraiment consacré à la voile, que ce soit par le biais de son cursus, parce que ses études se sont consacrées à ça, sa profession aussi, puisqu'il a été à Castilleur, ensuite toutes ces traversées, toutes ces régates. Je le sais d'autant plus qu'une partie de ma famille l'a fréquenté à l'époque quand il vivait en Normandie, à Deauville. Donc il est justement en train de se rendre compte qu'il ne faut surtout pas passer de l'autre côté de la barrière et ne pas d'un seul coup gâcher sa vie et se mettre en marge de ce qu'est la vie en général, à côté du sport et à côté de sa passion. Donc ce choix, il est très intelligent et il a la chance de le faire justement à un âge pas trop avancé non plus, parce qu'il y a plein de choses il est quand même assez jeune, il a 39 ans. Alex Thompson, par exemple, le deuxième du Vendée Globe, du dernier Vendée Globe, à 43 ans. Donc, alors moi je dirais pas jeune. La force de l'âge. 39 ans pour moi c'est pas jeune, mais c'est plus pas vieux. Mais en tous les cas, à 39 ans, il est déjà à l'heure pour se consacrer quand même à sa famille, élever ses enfants, etc. Faut pas se réveiller à 50 ans. Hein. Quand on a des enfants, voilà, je pense que il faut pas attendre la 50, la soixantaine pour se rendre compte qu'on a des enfants et qu'il faut s'y consacrer un petit peu. Donc non, je pense que c'est un choix tout à fait justifiable et je pense que chez tous les sportifs de haut niveau, il est impératif de se rendre compte de ça. Ce n'est pas dommage, Frédéric Anderson, du coup, qui s'arrête si jeune. Finalement, il a pas gagné de trophée majeur. Il a toujours terminé 7e de la Route du Rhum en 2014, 10e du 7e Vendée Globe, 8e de la Transat Jacques Vabre. Finalement, il s'arrête jeune. Il avait encore 10, 11 ans peut-être de voile devant lui au grand large. Et justement, il aurait peut-être pu avoir cette possibilité de remporter des trophées majeurs. Oui, peut-être ou peut-être pas. Hein. On discute comme s'il aurait pu, mais
il aurait pu ne pas, enfin, il pourrait non plus ne rien atteindre et regretter justement de ne pas avoir consacré plus de temps à sa famille. On a fait tellement d'émissions sur la voile, etc. Et on l'a dit plusieurs fois, psychologiquement c'est tellement compliqué que si déjà il est plus motivé dedans, c'est plus dangereux qu'autre chose. S'il a plus la tête à ça, autant qu'il fasse une pause, peut-être que ça lui sera bénéfique, et puis ses enfants vont grandir, et puis quand ils seront un peu plus grands, peut-être qu'il voudra retourner à la voile, et puis montrer à ses enfants, partager cette passion avec eux. Et justement, le fait qu'il soit jeune, ça lui donne aussi l'opportunité de faire une pause, et puis de reprendre plus tard, sans être complètement largué, et je pense que ça se comprend, ça se justifie, et je vois pas qui pourrait lui reprocher d'avoir arrêté pour sa famille, quoi. Oui. Hélène, vous êtes d'accord ? Oui, et puis je pense que s'il le fait maintenant, c'est que il sent que ça peut se faire maintenant. S'il avait pressenti une course avec un résultat potentiellement intéressant dans peut-être les 1 an, 2 ans, peut-être qu'il n'aurait pas arrêté tout de suite. Voilà, mais là, je pense qu'il Ils le avaient fait. racheté en fait le dernier bateau de Jérémy Bayou, qui avait terminé 3e du dernier Vendée Globe, donc voilà, qui avait bouclé le tour du monde en 78 jours. Il y avait des projets sportifs quand même derrière, où Oui, mais on pouvait penser qu'il termine dans un trio de tête d'une grande compétition. Oui, mais après, bon, avoir le bateau qui va bien, etc. Beaucoup mais de c'est possibilités, oui. comme il disait, c'est aussi une question de motivation. Je pense qu'il se sentait peut-être trop loin de la motivation qu'il fallait pour avoir tel résultat ou être dans un trio de tête. S'il le fait maintenant, c'est qu'il sent que c'est maintenant. Et le fait d'abandonner peut-être Jean-Miss la compétition en novembre dernier, le dernier Vendée Globe, il a terminé très vite la compétition, il a eu des problèmes au niveau de son mât. Est-ce que ça a pu jouer peut-être sur sa performance du coup, son idée de rester au plus haut niveau pendant de nombreuses années? Est-ce que ça a cassé son moral, tout simplement? Quand on a des problèmes sur le mât, ça casse les performances, ça c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport quand même qui est quand même assez dangereux. Il s'est peut-être fait un petit peu peur. On ne sait pas. Peut-être qu'il ne l'a pas dit ou on ne lui a pas posé la question. Il s'est peut-être rendu compte de quelque chose. Il a peut-être eu la peur de sa vie et il s'est dit peut-être que là, je suis passé à côté de quelque chose. Ou alors, je disais aussi, il a peut-être eu la pression de sa femme qui lui a posé un ultimatum. Mais bon, à ce niveau-là, je ne pense pas, on est sportif de haut niveau. Mais pourquoi pas, s'il a eu vraiment des grosses avaries sur sa dernière sortie, il a peut-être pris conscience de quelque chose et il s'est dit, le sport c'est bien, mais il y a des choses plus importantes dans la vie, notamment ses enfants et sa femme et sa famille. Raoul, un Vendée Globe, ça se prépare généralement en 4 ans. Il y a plusieurs petites courses entre-temps, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre. Là, ça faisait 4 ans qu'il préparait le projet. Au bout de 2 semaines, il abandonne. Forcément, ça met un coup derrière la tête. Et ça ne donne pas forcément envie de repartir sur un projet de 4 ans. Ça décourage forcément, d'autant plus qu'il y a derrière aussi des grosses organisations, des fonds qui sont mobilisés, etc. Donc à chaque fois, c'est un gros chemin de croix. Donc moi, je peux tout à fait comprendre qu'au bout d'un moment, on soit essoufflé et que c'est quelque chose qu'on n'ait plus envie de refaire. 4 ans, c'est long du coup dans le monde de la voile. Bien sûr, pour à chaque fois préparer cet événement-là, y penser nuit et jour et se focaliser dessus. Donc non, pour moi c'est déjà trop. À 39 ans, c'est déjà beaucoup, je pense. Beaucoup trop pour vous. Ouais. Alors le projet Initiative Cœur ne va pas mourir pour autant. Tanguy Lamotte va continuer à soutenir l'association et c'est la navigatrice britannique Samantha Davis qui va le remplacer. La sportive de 42 ans aura pour mission de collecter de l'argent à travers le projet sportif. Objectif, sauver les enfants avec des problèmes cardiaques comme Tanguy Lamotte. On l'écoute justement Tanguy Lamotte, il nous parle de Samantha Davis. Comme moi, elle a fini un Vendée Globe et elle a abandonné un 2e Vendée Globe. Elle a monté un projet, donc ça c'est très important de savoir ce que ça représente, d'avoir la chance d'avoir un sponsor. Elle est très à l'aise sur un bateau et voilà, donc c'est vrai que moi c'est la personne à laquelle je voulais transmettre ce projet si j'envisageais de partir. Alors on sent vraiment dans le discours de Tanguy Lamotte une volonté de passer le flambeau. C'est aussi positif, Frédéric Anderson, que ça se passe dans les meilleures conditions finalement. Oui, parce qu'on avait déjà... C'est un peu, Tanguy la désigne comme héritière du projet Initiative Cœur. On en avait déjà discuté et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect humain et c'est vrai qu'au final, il faisait peut-être de la voile aussi pour aider les enfants. Et qu'au final, la voile, c'était plus un médium, un moyen d'atteindre un plus grand objectif qui dépasse de loin le cadre du sport parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut rivaliser avec aider des enfants malades et essayer de lever des fonds justement. Et peut-être
qu'il a trouvé dans la demoiselle une personne capable de faire aussi bien, voire mieux que lui. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait raisonnable de lui confier les clés du bateau. Jean-Mi, c'est la bonne personne. Elle a déjà réussi à boucler un Vendée Globe en 2008-2009, en 95 jours. Finalement, elle peut faire aussi bien que Tanguy Lamotte, qui avait déjà bouclé un Vendée Globe lui aussi. Oui, il n'y a aucune raison. Hein. Et puis, je pense que de toute façon, le projet, pour le mener à bien, il n'a pas choisi n'importe qui. Et là aussi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est peut-être la preuve qu'il manque de motivation pour ce projet-là. Et que dès le début, puisque là, vous dites 2 semaines, donc c'est dès le début, il se dit non, je préfère arrêter de suite et puis laisser démarrer quelqu'un, parce que 2 semaines, c'est rien du tout, donc c'est comme si ça n'avait pas démarré. Et il s'est peut-être pas senti, il n'a pas senti la motivation nécessaire pour aller au bout, comme on a dit sur le plateau. 39 ans, c'est à la fois jeune, mais c'est pas à la fois trop jeune. Et elle a repris le flambeau en étant peut-être doublement motivée. Et le fait que ça soit une femme, Hélène, ça peut aussi jouer sur Initiative Cœur, vu que c'est une femme, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la voile. Il y aura sûrement un petit coup marketing, on peut le dire, avec cette venue. C'est sûr. Ça peut jouer. C'est sûr qu'elle va être suivie. Aucune femme sur le Vendée Globe. Alors, le dernier Vendée Globe. Elle va être très très suivie, mais non, mais elle va être suivie parce que elle prend sa suite déjà, et elle va être suivie, oui, parce que c'est une femme et que on va attendre ses résultats et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va la suivre en tout cas. On passe maintenant à notre deuxième focus du jour et il concerne les Jeux Olympiques. Pour soutenir la candidature de Paris au JO de 2024, le CIO donnera sa décision le 13 septembre prochain à Lima au Pérou. Mais pour faire pencher à la balance du côté de la candidature parisienne, quelques coups de pédale ont été donnés ce mercredi au Vélodrome National. Parmi les personnalités présentes, on pouvait apercevoir le staff et les cyclistes de l'équipe de France, le président de la FFC Michel Callot et le président de 50 ans en Yvelines Michel Logier. L'homme politique était justement au micro de TV Fil 78. On veut les Jeux dans ce vélodrome, donc la meilleure des choses, c'est de prouver par la participation que les choses peuvent se faire. Voilà, donc même moi qui ne suis pas un cycliste, j'ai souhaité être aussi sur un vélo pour faire voir notre détermination pour avoir les Jeux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Jean-Miss, les hommes politiques qui mouillent leur chemise pour les JO, qu'est-ce que vous en pensez ? En ce moment, c'est d'actualité. De toute façon, les hommes politiques, on n'entend parler que de ça depuis le début de l'année. Michel Logier qui soutient quand même la candidature depuis le début des Jeux Olympiques. Je crois que tout le monde est derrière cette candidature, il y a tellement longtemps qu'on ne les a pas eus. Mais là, c'est vrai que 2024-2028, ce sera donc, on va dire, Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. Comme ça, ils auront le temps d'être prêts. Justement, finalement, ces coups de pédale sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pourraient être inutiles à part pour le cardio de Michel Logier. Sauf coup de théâtre, le CIO devrait décider mi-juillet d'annoncer non pas une, mais 2 attributions en septembre prochain au Pérou. Cette décision fait suite à une recommandation d'une commission qui a étudié le sujet début juin. La question sur ce thème, est-ce que c'est la bonne décision de la part du CIO ? Est-ce que ça serait la bonne décision de la part du CIO ? Cette double attribution. De faire une double attribution finalement au lieu d'une. Non. On fait un petit duel entre Raoul et Jean-Miss. Jean-Miss, vous commencez ? Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit non, mais c'était pour faire un débat. Allez-y, faites le débat. Alors la double attribution, ça enlève un petit peu de charme à mon sens, s'il peut y en avoir, à travers les candidatures. Parce que là, ça veut dire que c'est bloqué jusqu'en 2028, quoi. C'est-à-dire que les 2 candidats, on a dit, il y a 2 candidats, et puis pour vexer personne, ou pour laisser toutes les installations qui ont commencé à être prévues à droite et à gauche, on dit, vous l'aurez en 2024, puis vous l'aurez en 2028. C'est la consolante, quoi. Donc, ça, vis-à-vis des autres pays candidats, je trouve que c'est un petit peu léger pour moi, voilà, tout simplement, parce que les deux candidats en piste, on va plus ou moins les récompenser, quoi. Donc voilà, à ce titre-là, j'ai dit non. Raoul. Moi, je suis assez favorable parce que j'ai toujours été sensible au fait, quand on est en concurrence pour préparer un événement d'une envergure comme les JO, on mobilise énormément de choses. Et puis, quand on n'a pas cette attribution, on a vraiment l'impression que toute cette énergie a été mobilisée pour rien.
Et moi, je trouve ça super triste, enfin, vraiment très dramatique. Donc finalement, tout ce travail-là, et du coup, il n'est pas fait pour rien. Au contraire, on a la chance de pouvoir bénéficier de plus de temps. Et finalement, les JO, on est en concurrence pour une date, mais après, c'est pas le concours celui qui va faire les plus beaux JO. Hein, alors qu'une ville finalement bénéficie de plus de temps pour offrir de plus belles images et du plus grand spectacle au monde entier, je trouve ça que positif. Donc c'est pour ça que je suis favorable à ça. Voilà. Frédéric. Non, je sais pas, un peu mi-figue, mi-raisin. Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que sûrement, il y avait peut-être d'autres candidatures qui se préparaient pour 2028. C'est-à-dire qu'il y a eu du travail qui a été fait en amont et qui est parmi ceux qui sont désistés aussi. Ils attendaient peut-être, ils se sont dit peut-être 2024. Vous regrettez peut-être que le CEO ne l'ait pas annoncé avant, finalement ? Non, mais peut-être qu'au final, on n'aura pas forcément la meilleure candidature possible en 2028. Peut-être qu'il y avait d'autres dossiers qui seraient entre-temps devenus meilleurs. Peut-être qu'il y avait d'autres offres qui auraient été plus intéressantes pour le sport. Et c'est vrai que ça... Il y aurait eu d'autres candidatures, selon vous. Oui, et puis ça montre vraiment que les Jeux Olympiques, c'est quand même un enjeu financier et politique assez important. Et que c'est pas l'aspect sportif qui a dicté l'attribution des Jeux, c'est plus le projet, la logistique qui est derrière. Donc, c'est pas plus mal parce que ça laisse plus de temps pour s'organiser, mais est-ce que celui de 2028 mérite vraiment d'avoir le 2028 ? Ça laissera la question en suspens, quoi. De l'autre côté, Hélène, ça permet de faire des économies aussi, de faire cette double attribution finalement. Oui, il y a ça. En sachant qu'il y a un dossier de candidature, c'est plusieurs millions d'euros, de l'énergie investie, comme le disait Raoul précédemment. Dans un pays, il y a aussi des chômages, il y a aussi des... Enfin, je veux dire, on va pas parler politique, mais et je ne voulais pas te couper. Hein, non, vas-y. C'est vrai que quand on voit le nombre de choses qu'il y a à régler en plus dans un pays et qu'on mobilise des fonds pour quelque chose qui finalement n'a pas lieu, je trouve ça un peu fort quand même. Vous êtes d'accord, Hélène ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et pour faire passer la pilule, justement, Jean-Miss, le CIO devrait verser 2 milliards avant 2024 pour aider au développement du sport en Californie, par exemple, si c'est Los Angeles qui est choisi pour 2028. C'est bien. Vous êtes favorable ? Et pourquoi pas ? Bah oui, je suis favorable. Et Paris doit avoir les JO de 2024 ou 2028, selon vous, Frédéric ? 2024. J'avais regardé 2024, ça faisait 100 ans exactement que depuis les derniers JO, donc pour le symbole, c'était pas mal. Et puis la revanche de 2012 aussi. Oui, aussi. Après ce qui est un peu dommage, c'est que on se retrouve avec la France et les États-Unis qui vont être récompensés. Et c'est pas forcément les pays qui ont besoin de ressources pour développer le sport. Le Brésil a sûrement plus bénéficié des JO au niveau de développement sportif que ne peut en bénéficier les États-Unis. Par exemple, quand on voit comment c'est structuré, tout le monde fait déjà du sport, il y a une grosse industrie du sport déjà là-bas en place. Il n'y aura pas de plus. Je ne pense pas que ça rapportera autant aux pays organisateurs que si ça avait été un pays en voie de développement. Il y a peut-être d'autres candidatures qui auraient pu être plus intéressantes, je ne sais pas. Il y avait Budapest qui était en course, peut-être qu'en Hongrie, ça aurait été plus bénéfique pour la Hongrie, pour son secteur de l'industrie du sport, d'organiser les Jeux Olympiques. Peut-être qu'il y avait... C'est dans ce sens-là où j'étais un peu déçu, que je suis un peu déçu que les deux arrivent d'un coup. Parce que les deux finalistes, finalement, sont déjà... C'est déjà des riches. C'est pas des pays qui ont besoin des JO pour développer leur sport. Ils ont déjà tout ce qu'il faut à côté. Alors qu'il y a d'autres pays qui pourraient en tirer peut-être plus profit. Hélène, le CEO devrait attribuer à chaque fois 2 candidatures à chaque élection. Voilà, ça permettrait peut-être à certains pays de voir venir, d'avoir le temps de construire. Ça a été, comme on a pu le voir au Brésil, c'était un petit peu short, un peu court au niveau de tout ce qui est infrastructure. Ils ont mis du temps à construire. Ça a été fait même au dernier moment dans certains cas. Est-ce que ça permettrait à certains pays en développement, justement, d'avoir le temps, d'avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans pour se préparer ? Oui, de toute façon, je pense que les pays n'ont pas les mêmes moyens, ni les mêmes moyens financiers, les mêmes moyens logistiques aussi de créer des infrastructures pour les JO. Ça leur permet de voir venir, de financer tout ça, de le savoir vraiment à l'avance. Ça permet de faire que le JO se passe mieux, accueille mieux. Et puis bon, il y a des pays qui ont vraiment besoin de plus de temps. Donc oui, après, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Raoul, ça gâche un petit peu le charme de le dire vraiment 10 ans avant, quoi. Je trouve que vraiment trop tôt, je trouve que c'est une date à la fois, je préfère une date à la fois. Alors, ce ne sera pas tout à fait une première. Est-ce que vous avez une idée, Raoul, par exemple, des doubles attributions ? Est-ce qu'il y en a déjà eu dans l'histoire, selon vous ?
J'en ai pas du tout connaissance. Pas du tout connaissance. Non. Alors, il y a 100 ans, pour les Jeux Olympiques de 1924 et de 1928, le baron Pierre de Coubertin avait demandé au CIO en 1921 d'attribuer les JO en 1924 à Paris, sa ville natale, pour fêter sa retraite en 1925, une sorte de cadeau pour schématiser. Mais le jour même, Amsterdam, candidate pour les JO de 1924, s'est finalement vu attribuer du coup les JO de 1928. Donc ça, c'était déjà très bien terminé pour Paris. Jean-Mi, c'est une réaction par rapport à cette petite histoire? Ouais, voilà, non, mais c'est un petit peu ce qu'on dit autour de la table, quoi. On va dire que c'est l'école des fans, là. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur. Vous l'aurez en 24 et l'autre en 28, comme ça, personne ne pleure et tout le monde est content et tous les efforts qui ont été mobilisés pour la préparation de ces événements pourront continuer et dans ce sens-là, quoi. Voilà, la cloche a sonné. On passe maintenant à notre rubrique débat. Alors, notre débat sera axé aujourd'hui sur le HNA Open de France de golf qui se déroulera du 29 juin au dimanche 2 juillet sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le tournoi devait passer cette année dans une nouvelle dimension avec son intégration au Rolex Series et à l'augmentation de sa dotation à près de 6,6 millions d'euros. Mais cette année, contrairement à 2016, il n'y aura pas de nom ronflant comme le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Mais le public pourra quand même voir en action John Ram, numéro 10 mondial, Alex Noren, le Suédois nonuple vainqueur sur le Tour européen à 34 ans. Il y aura aussi Graham McDowell, Martin Kaymer et Thomas Pieters, le Belge, dans les têtes d'affiche. Des grands joueurs donc, mais pas d'immenses stars planétaires. La raison, le tournoi est placé entre l'US Open et l'Open britannique, deux des plus gros tournois de la saison. Il est aussi juste avant le Irish Open du 6 au 9 juillet. Et certains joueurs ont préféré faire l'impasse sur le rendez-vous français. Une déception qui pourrait pousser les organisateurs à décaler la date de l'Open de France. Nous avons posé la question au DTN, Christophe Muniesa. La date est bonne, excellente, et il n'est pas question à court terme, moyen terme de la modifier. Mais évidemment, ce que vous soulignez est parfaitement exact. Les joueurs, notamment les joueurs du top niveau mondial, qui sont extrêmement sollicités tant par le circuit européen que par le circuit américain, font des arbitrages. Donc on peut se targuer d'avoir un très bon plateau. Mais pour franchir une étape supplémentaire, il faudrait rentrer dans le calendrier des 4 épreuves du Grand Chelem, ce qui est statutairement impossible. Une autre alternative serait de compter dans les épreuves de championnat du monde, et ça peut être un objectif à moyen terme pour l'Open de France. La question sur ce thème, l'Open de France doit-il changer ses dates pour grandir, oui ou non? Vous votez, oui ou non? Vous êtes partagé? Ouais, oui, non. Vous êtes partagé? Ouais. Même chose. Raoul, non, pourquoi? Bah non, moi je suis pas forcément pour la solution de facilité. Je me dis que dans ces cas-là, il faut essayer de redonner un peu plus d'envergure à l'événement. Soit la dotation, soit l'organisation, soit Pourtant, le marketing. la dotation est extrêmement élevée cette année, justement. 6,6 millions d'euros, c'est 3 fois plus à peu près que l'année dernière. Non, oui, vous trouver des ingrédients qui font que l'événement suscite un challenge supérieur. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien le discours du DTN. Être confiant en sa date et en son organisation, mais aller chercher d'autres solutions pour que le tournoi bénéficie de nouveau d'un plateau haut de gamme. Oui. Même si c'est déjà un peu le cas apparemment, quand même. Oui, c'est le cas. C'est pas très haut de gamme. Voilà. Hélène. Oui, puis je pense que les compétitions, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les nouveaux championnats de golf deviennent de plus en plus gros, de plus en plus connus avec le temps. Après, c'est aux grands joueurs aussi de faire le choix de tel ou tel championnat. Cette année, ils ont favorisé les championnats habituels. Ça sera dans le peut-être. monde, pour résumer, Hélène, du coup, il y a 150 tournois majeurs, mais les grands joueurs ne jouent finalement que 22-25 tournois par an. Donc forcément, il faut faire un choix, comme vous le disiez. Oui, et puis en même temps, si on change la date, il y aura un autre championnat pas très loin. Je ne sais pas s'il y a réellement une date idéale. La question à moi, c'est est-ce que dans le classement mondial du golf ou dans les points d'une ligue ou autre, est-ce que ce championnat a les mêmes coefficients intégré, du coup, les Rolex Series qui font finalement partie des plus gros tournois européens. Il fait déjà partie du Grand Chelem du golf. Pas les grands chelems, juste la catégorie d'en dessous, l'équivalent un peu des Masters 1000. C'est déjà bien pour la France, qui n'est pas forcément un pays de golfeurs de compétition, quoi.
Pour moi, en France, on pratique surtout le golf par hobby. Alors, il y a beaucoup de golfeurs. Hein. Dans une certaine catégorie de gens, on remarque par rapport aux pays anglophones où je pense qu'on peut retrouver des golfeurs chez tout le monde, que la France se positionne déjà sur des tournois de second plan, c'est déjà bien. Et ça voudrait dire, ça serait peut-être un aveu de faiblesse finalement de déplacer la date, Jean-Miss ? Se dire finalement, voilà, on déplace la date parce que notre tournoi n'est pas assez prestigieux pour être à cette date-là ? Mais oui, tout à fait. Moi, je dis qu'il faut pas céder. Mais simplement, il faut remettre notre tournoi, le tournoi de l'Open de France, à sa juste valeur. Mais on l'a dit là juste avant, c'est qu'il y a des tournois, l'Open de l'US Open, et puis l'autre, c'est lequel, l'autre avec qui ils sont le British Open. Le British Open. Bon, mais ce sont... et le Irish Open, qui est un tournoi finalement du même niveau que l'Open de France, qui arrive à tirer... Rory McIlroy, mais bon, c'est un oreiller français, il va chez lui. Voilà, mais il faut connaître les raisons pour lesquelles aussi ces tournois n'attirent pas. Est-ce que les prix sont beaucoup plus élevés ou est-ce que c'est à peu près équivalent. Alors à peu près équivalent, c'est bizarre que Raoul a peut-être raison, c'est peut-être le côté convivialité en Irlande qui fait que. Non, mais c'est quand on voit la Ryder Cup aux États-Unis. Mais... Vous étiez allé voir, vous étiez déplacé, Michael. Il y a une question d'ambiance, je pense, de show, etc. Peut-être qui attire plus les golfeurs. À vrai dire, l'ambiance peut-être britannique, oui, effectivement, voilà. Qui serait peut-être plus importante qu'ici à l'Open de France de golf. Une atmosphère un petit peu plus propre au sport, quoi. Voilà. Mais finalement, Frédéric, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise parce que là, l'augmentation de la dotation, elle est réelle. Mais finalement, ce tournoi a toujours attiré de bons joueurs. Il y a eu Ballesteros qui a été 4 fois vainqueur de l'épreuve entre les années 70 et 80. Il y a eu Thomas Levé que tout le monde connaît ici en France, voilà, qui est une pointure mondiale, on peut le dire, en France. Mais il n'y a pas eu des pointures mondiales du timing d'un Tiger Woods, par exemple, à son meilleur niveau. Tiger Woods n'est par exemple jamais venu à l'Open de France de golf. Ça dépend aussi de l'ambition des organisateurs. Peut-être qu'ils veulent monter un tournoi majeur sans vouloir nécessairement rivaliser avec des tournois du Grand Chelem. Parce que je pense que quand ils ont choisi la date, ils ont bien vu comment étaient organisées les différentes compétitions. Ils ont bien vu par rapport à la date qu'ils n'allaient pas rivaliser avec le British Open. Donc je pense que ça doit être cohérent avec leur ambition. On peut faire un très bon... C'est comme s'il y avait un tournoi de tennis qui se montait entre la période entre Roland Garros et Wimbledon et qui veut devenir aussi grand que Roland Garros et Wimbledon. Ça n'arrivera pas, c'est pas possible. D'arriver tout de suite dans la cour des grands sans rien faire. Donc je pense que ils n'ont pas à changer la date si ça reste dans l'optique de continuer à se développer et devenir un événement incontournable. Et s'il y a du jeu de qualité et s'il y a de la compétition, je pense que les grands joueurs seront naturellement attirés sur des compétitions équivalentes. Par exemple, il y aura peut-être plus de joueurs si l'Open de France il est intéressant qui viendront en France plutôt qu'aller en Irlande. Ça c'est envisageable. Par contre, d'espérer que les gars préfèrent aller en France plutôt qu'aller au British Open, vous n'y croyez pas? C'est pas la même tradition et le golf c'est un sport de tradition, donc pour pouvoir changer le statu quo dans ces conditions-là, c'est pas choisir le plus facile des défis. Vous parliez de tennis justement tout à l'heure. Pour les changements de calendrier, il y a l'exemple du Masters 1000 de Madrid qui a changé de dimension en 2009. Le tournoi a été replacé en mai alors qu'il était au mois d'avril pour devenir un tournoi de préparation en vue de Roland Garros. Et là, on a pu voir des Djokovic, des Nadal, des Federer sur la terre battue madrilène. Finalement, le changement de date a été bénéfique, finalement, Frédéric Anderson. Ouais, mais peut-être que là aussi, il y a plus de temps entre l'Open d'Australie et Roland Garros. Ce qui fait qu'en rapprochant Madrid de Roland Garros, en plus ça devait être la même surface, c'est de la terre battue à Madrid. C'est devenu de la terre battue avec justement ce changement. Avant, ça jouait en intérieur, en dur. Donc eux, ça leur a permis de développer le tournoi. Dans le cas justement de l'équipe de l'Open de France, où il n'y a pas de singularité plus que ça, coincé entre deux grosses dates, en fait c'est ça peut-être le souci. Qu'il n'y avait pas avec Madrid. Madrid, ils étaient pile à mi-chemin. Ils se sont rendus compte que peut-être s'ils se rapprochaient d'une grande échéance, il y aurait plus d'intérêt dans le tournoi. Là, déplacer la date de l'Open de France, je ne suis pas sûr que ça ramène beaucoup plus de monde, à moins de faire vraiment une autre période de l'année, quoi. Et il peut y avoir un effet Ryder Cup, peut-être, Hélène? Ce sera la dernière question de cette émission. Est-ce qu'il y aura un effet Ryder Cup, la Coupe du Monde, du golf qui s'implantera
à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les greens de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2018, en septembre 2018. Est-ce qu'il peut y avoir un effet après que les joueurs se disent finalement le parcours est bien, il y a une bonne ambiance, on reviendra à l'avenir à l'Open de France? Oui, après de toute façon, je pense que ça se teste, ça se fait. Si les gens ont envie de revenir, ils reviendront. Je ne sais pas depuis combien de temps l'Open de France fait ce championnat tous les ans. Tous les ans, l'Open de France. Oui, tous les ans, mais depuis combien de temps? Parce que c'est peut-être un championnat assez jeune et qui nécessite depuis d'être... les années 90 à peu près, quand même, déjà, mais qui se joue auparavant dans d'autres golfs parisiens. Donc c'est un tournoi qui est très connu. Si le terrain est bien, peut-être que ça peut motiver des joueurs à venir et qu'il y a un effet de masse peut-être. Il y a une autre chose quand même, le golf. Le golf, bon, on parlait du tennis tout à l'heure, mais c'est vrai que pour faire plusieurs tournois, physiquement, on peut comprendre qu'un sportif peut pas comme ça enquiller les tournois les uns derrière les autres. Mais au golf, quand même, c'est pas le même effort physique. Donc ils pourraient les faire tous, là, les trois, là. Les trois Open, ils les font. Si les golfeurs vous entendent, en tout cas, Jean-Miss, oui, j'espère qu'ils viendront à l'Open de France de golf l'année prochaine. Venez. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 6 juillet pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur TVFI 78.